Merci beaucoup, monsieur, pour ce bel exposé très clair. Quel est l'état du patrimoine en France? Il est quasiment intact, largement réservé aux cultuels. Il y a des problèmes, baisse de fréquentation, donc fermeture. Il y a des restructurations de territoire, ce qui augmente la charge des mairies qui se trouvent démunies. Mais il y a des solutions. Vous nous les signalez. Il faut trouver des moyens financiers nouveaux. Il y a la réouverture, la réappropriation des églises, passer de l'usage partagé à l'usage compatible, je le note, le vocabulaire, il faut le noter. Et puis enfin, il y a une nouvelle manière d'aborder ces restaurations. Il ne faut pas avoir trop le souci de la perfection. Merci beaucoup pour cet exposé qui est assez clair. Nous allons changer de registre. Nous allons arriver sur le registre du droit. Et je suis très heureux de vous présenter Maître Ludovic Serré de Roc. C'est mon avocat préféré. Quand il est venu ici il y a 10 ans, je rêvais en disant, quand je serai curé, que j'aurai des problèmes avec les municipalités, je vais l'appeler au secours. Mais je n'en ai pas eu. Et il est là, et donc il est spécialiste dans beaucoup de domaines, droit public, droit de famille, droit de divorce et droit fiscal. Il intervient aussi au tribunal ecclésiastique. Donc c'est à lui qu'il revient de nous parler du cadre juridique et fiscal des lieux de culte. Vous êtes présenté, je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas je l'ai vérifié il y a 10 ans, comme ayant une approche stratégique. Est-ce que c'est vrai? On va le vérifier. Vous avez la parole. Monseigneur, messieurs les organisateurs de ce colloque, merci de m'avoir invité pour la deuxième fois, puisque donc j'étais venu il y a 10 ans. Mesdames, Messieurs, d'être venus aussi nombreux pour cette conférence. L'Église a besoin de biens matériels pour accomplir sa mission, biens immobiliers, biens mobiliers, on l'a vu depuis les origines de l'Église, c'est une constante. Cette nécessité est partagée par les autres cultes, et je vais élargir un petit peu le prisme de la vision que nous avons eue jusqu'à présent, puisque on m'a demandé cette fois-ci vraiment d'être dans l'actualité, donc je suis bien obligé de prendre, dans le cadre de cette évolution, une constatation de notre société au plan juridique, c'est-à-dire nous sommes dans une société multiculturelle, et j'allais dire les autres cultes sont également confrontés à la nécessité de construire ou des mosquées ou d'autres établissements. Et se pose un élément que je vais poser immédiatement, la problématique fiscale et de l'arme fiscale, puisque la France, notamment par rapport aux nouveaux cultes, témoins de Jéhovah, Temple Salaoun, etc., a fait l'objet de nombreuses condamnations de la part de la Cour européenne. Il y avait des cultes en droit français que l'on considérait comme étant des sectes qui ont été reconnus par la Cour européenne. La France a été, encore une fois, condamnée. Et ça va rentrer à l'heure actuelle dans notre problématique, puisque dans cette nécessité, nous l'avons bien vu depuis ce matin, depuis l'ouverture de ce colloque, de financement, tout cela a un coût. Il y a un nouvel acteur qui rentre de plus en plus, c'est celui de l'administration fiscale. Les lieux de culte bénéficiaient d'avantages fiscaux depuis la loi de 1905. Il n'y avait pas de taxe foncière pour les établissements cultuels, etc. L'administration fiscale est bien évidemment, vous l'avez bien compris, dans un contexte où on va chercher de l'argent, rentre dans le cadre de discussions sur les abattements, etc., qu'il peut y avoir sur ces avantages fiscaux. Donc devient un acteur, et on va y revenir notamment à l'aspect financement. Et il y avait un autre élément, c'était par rapport aux autres cultes, essentiellement, c'était le financement de la radicalisation, les fonds qui venaient d'États considérés comme dangereux, qui posaient problématique. Le président de la République a décidé de réouvrir. Alors, en début de mandat, il avait annoncé qu'il réouvrirait le débat sur la loi de 1905. En fait, il a
rétropédaler et, j'allais dire, baisser ses ambitions, mais il a effectivement reposé les questions de financement, de lutte, et comment on pouvait encadrer tout ça. Et bien évidemment, les associations, le culte catholique s'est retrouvé dans ce débat qui a donné lieu à la loi du 24 août 2021 qui repose, là il n'y a pas de difficulté, qui repose le principe de la liberté de culte, mais qui a voulu faire un espèce d'entonnoir. Il y avait des problèmes sérieux avec, encore une fois, les constructions des mosquées. On a voulu créer ce qu'on a appelé des associations cultuelles avec un encadrement très strict pour éviter ces débordements, dans lequel, bien évidemment, l'administration fiscale va jouer un rôle majeur pour accréditer avec les autorités préfectorales, etc., pour bien contrôler les problématiques de financement. Donc l'idée, une association cultuelle, globalement, notamment par lieu de culte. On va retomber sur ce que disait M. Legnaud ce matin, c'est que du coup, on va se retrouver, alors pour l'instant, ce sont essentiellement les musulmans qui ont créé ces associations cultuelles pour leur lieu de culte, mais de nombreuses associations catholiques sont intéressées par, bien évidemment, basculer dans le cadre de ce nouveau statut. Et j'allais dire, jusqu'à présent, c'était essentiellement les associations diocésaines qui intervenaient devant les tribunaux. Et aujourd'hui, nous allons nous retrouver effectivement avec une multiplication des acteurs. Autres cultes, mais également au sein du culte catholique, de personnalités juridiques susceptibles de saisir les tribunaux. On va voir, ça a une importance pour la suite de mon débat. Si on reprend globalement la spécificité en France, c'est d'avoir des biens, des édifices avec une propriété publique et une propriété de l'Église. L'État est propriétaire de 87 cathédrales, les communes de 45 000 églises, l'Église est propriétaire d'une cathédrale et à peu près de 3 000 églises construites après la loi de 1905. Au regard de ce que l'on a dit tout à l'heure, ce n'est là aussi qu'une petite partie, puisque on l'a dit, il manque un inventaire général de l'ensemble des biens religieux, puisqu'il y a également des biens qui appartiennent à des privés, et même s'il est très laconique, cet inventaire porte à peu près à 100 000 édifices, le nombre d'édifices religieux qui existent en France. Et j'allais dire, il y a les églises, les cathédrales, mais il y a également toutes les dépendances des lieux de culte, les calvaires, etc., qui sont susceptibles de bénéficier de cette protection, en tout cas d'interrogation avec des problématiques fiscales. Et on en discutait ce matin, il y a déjà des administrations fiscales qui sont allées jusqu'à imposer des taxes foncières sur les calvaires. Voilà. Si on prend l'évolution récente, je vais prendre les cathédrales et les églises. En 2014, lorsque j'étais intervenu, c'était essentiellement les problèmes d'exploitation commerciale des cathédrales pour les concerts qui se posaient, etc. Alors, au-delà, bien évidemment, du drame de l'incendie de Notre-Dame, Notre-Dame a posé effectivement de très nombreux problèmes au niveau juridique suite à l'incendie. Le premier jour, vous l'avez vu, on en a parlé, le président de la République appelle un fonds, la collecte. On est dans une atteinte totale déjà dans le principe de séparation. Pourquoi le président de la République intervient? Le financement de l'extérieur. Et il pose, vous le savez tous, il pose l'échéance d'une restauration dans les 4 ans avec toutes les contraintes que cela pose. Et du coup, il a fallu sortir tout un arsenal juridique qui déroge complètement à tout ce qui existait jusqu'à présent. L'essentiel de la restauration de Notre-Dame s'est fait sous forme d'ordonnances qui viennent déroger
au code du patrimoine, qui viennent déroger au code de l'environnement, on va y revenir. Pour les juristes, c'est une hérésie juridique. Une ordonnance est inférieure dans la hiérarchie des normes à une loi. On ne pouvait pas, les nécessités plus la volonté politique, on dit on va intervenir sous forme d'ordonnance. Et encore une fois, on n'a pas respecté les principes posés par la loi au nom de cette restauration. On a également dérogé aux règles des finances publiques. Vous le savez, les départements sont intervenus pour financer l'œuvre de restauration. Or, normalement, les départements ne peuvent affecter les fonds qu'ils collectent que pour les personnes locales. Donc là, on est bien allé financer bien au-delà. Donc, des atteintes, encore une fois, au principe de normes, des atteintes également on a pris un général, c'est pas un hasard, pour imposer un petit peu quelque part cette stratégie et pour bousculer les règles qui s'imposaient. On a créé un établissement public avec un conseil d'administration. Heureusement, les affectataires ont été représentés, mais il y a bien eu un moment où il y a eu une discussion et les représentants du ministère de la Culture, etc., considéraient qu'il ne devait y avoir que des représentants d'archéologues, d'historiens, etc. On laissait un petit peu de côté les affectataires qui, heureusement, ont repris la voie et obtenu une représentation au sein de ce conseil d'administration. Et on a élargi, il y a des notions nouvelles qui ont été prises en considération, c'est-à-dire on a fait intervenir... Alors, derrière, on l'a vu notamment dans les Jeux Olympiques, il y avait tout le savoir-faire, les notions de savoir-faire, les sciences, etc. Donc il y avait des représentants des ingénieurs du savoir-faire français, de l'artisanat, etc. On a fait intervenir dans ce conseil, et dans cet établissement, des représentants des riverains, des représentants des commerçants, ce qui était absolument inconnu, j'allais dire, jusqu'à cet incendie. Donc on a élargi les problématiques, effectivement, d'une gestion financière d'une cathédrale. Se sont posés également d'autres problèmes auxquels on n'avait jamais réfléchi jusqu'alors, et le débat, à mon avis, c'est un débat qui est ouvert et qui n'a pas fini. La présence du plomb dans un établissement, on a occulté la problématique, mais je ne doute pas que, passé les cérémonies et les célébrations, ce problème va revenir, le parvis, etc. Le problème d'accueil du public, les normes, le respect effectivement de l'incendie, on l'a vu dans les causes premières. Donc on voit un fonds, un établissement qui apparaît, on ne sait pas encore si cet établissement survivra à l'incendie. J'ai tendance à penser que oui, ne serait-ce que pour les questions, encore une fois, d'accueil, et comme par hasard revient la problématique financière, fiscale de cette histoire de financement de droits d'entrée pour le culte. J'ai tendance à penser que s'il y a, et malheureusement c'est à prévoir d'autres incidents sur d'autres cathédrales, on va reprendre ce système si celui-ci ne perdure pas, mais à mon avis, il va perdurer, ne serait-ce que sous l'aspect financier, et encore une fois, ces questions de normes. Donc voilà, le problème de la cathédrale de Notre-Dame a ouvert de nouvelles perspectives. Ça paraît anodin, cette histoire de financement ou de droit d'entrée à 5 €, mais pour moi c'est une problématique fondamentale. On revient un petit peu sur la loi de 1905 qui était très claire, c'était la gratuité totale pour les lieux de culte. Donc là, on va nous dire effectivement le culte, les gens qui viendront assister aux célébrations ne payeront pas, mais il n'empêche que la loi de 1905 avait bien mis les lieux ouverts, accessibles au public et gratuitement. C'est une entorse à la loi. Encore une fois, la loi au niveau juridique de 1905 fait partie du bloc de constitutionnalité, donc c'est une atteinte incontestablement à notre bloc de constitutionnalité. Passons maintenant sur les églises.
les églises, je partage totalement ce qui a été dit. La problématique, elle est là aussi de nouveau financière. Vous avez de nombreuses communes qui se retrouvent avec 400 habitants, des 9 clochers et des travaux d'entretien qui peuvent absorber des fois jusqu'à 50% des budgets d'une commune. C'était le cas du maire de Massat dans l'Ariège qui avait cette problématique, qui avait posé le débat. Alors jusqu'à là, on peut dire effectivement la question mérite d'être posée. C'est la solution, en revanche, qui n'a pas été bonne, puisqu'il a décidé de vendre en vente sur eBay l'église du village. Donc on est venu lui rappeler les principes d'imprescriptibilité et d'inaliénabilité, là aussi posés par la loi de 1905. Mais effectivement, cette question du financement de l'entretien est... Et aujourd'hui, alors il y a même des maires qui volontairement n'entretiennent pas l'église qui coûte trop cher au budget communal, dans l'espoir justement que se dégradant, ils prennent un arrêté de péril. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. On détruit, l'issue c'est la destruction de l'immeuble qui est en péril. Et aujourd'hui, on est à peu près entre 2500 et 5000 édifices qui sont détruits dans les 10 ans. Il y avait eu la problématique, justement, en 2016, ici en Vendée, où justement une église qui ne bénéficiait pas au départ d'une protection au titre des monuments historiques a été démolie. Tout est relatif. On considérait que c'était une église qui ne présentait pas un intérêt historique, mais chaque époque considère qu'une époque en question peut avoir un intérêt. Et en fait, il y a eu un classement juste après la destruction, parce qu'on avait découvert qu'elle avait participé aux guerres de Vendée. Il y avait eu des événements. Malheureusement, encore une fois, ce classement est intervenu postérieurement à la destruction. Encore une fois, c'est un élément excessivement important, cette problématique des destructions des églises. Là aussi, on assiste, au regard de l'actualité, à une évolution majeure. J'allais dire, depuis 1905, il y avait, avec des vicissitudes, certes juridiques, etc., mais deux acteurs fondamentaux, le maire et le curé, et la jurisprudence avait plus ou moins cadré les choses entre ce qui relevait de l'entretien, du travail de restauration, la police des cultes, etc. Le Covid a introduit un nouvel acteur, le préfet. Le préfet, au nom des normes sanitaires, c'est les préfectures qui sont intervenues. Et aujourd'hui, on a même une continuité dans le sens où, notamment avec les problèmes qu'il y a eu d'abus sexuels, les préfets et les conseils généraux disent « nous allons intervenir dans la gestion des lieux de culte ». On retombe sur ce que je disais tout à l'heure, sur les normes d'accueil et d'accessibilité au public, d'accueil des enfants, voilà, la jeunesse, les sports. Et donc, l'acteur préfectoral rentre dans ce débat-là. L'événement majeur auquel nous assistons, en revanche, et là je vais ouvrir un élément positif, depuis 2014, c'est ce que je vous disais, la Cour européenne intervient. La Cour européenne est intervenue notamment sur la valeur juridique du droit canon. Ce sont les Espagnols, c'est un évêque espagnol qui avait licencié un prêtre en considérant qu'il avait une attitude scandaleuse et au nom du contrat. La Cour européenne a été amenée à se prononcer et à dire le droit canon est une norme qui s'applique, une valeur juridique, elle doit être intégrée du coup dans le droit positif. C'est une évolution de 2014. Du coup, l'ensemble des juridictions françaises ont emboîté le pas. La Cour de cassation s'est également prononcée. Et j'allais dire, l'ensemble des cours d'appel ont rendu des jurisprudences faisant sur les différentes atteintes qui ont été portées, notamment sur des bases de calcul de dommages et intérêts.
J'ai défendu devant la cour d'appel de Toulouse un prêtre, je défendais l'association diocésaine, mais qui avait détourné 1 million d'euros à l'association diocésaine pour établir le montant des dommages et intérêts. On a repris non seulement le code de droit canon, mais également tous les décrets qu'avait pris Marcel Perrier pour chiffrer le préjudice au profit de l'association diocésaine. La cour d'appel de Toulouse a rendu une magnifique décision, ce qui fait qu'aujourd'hui, le droit canon est intégré dans les jurisprudences étatiques. Ça, à mon avis, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne évolution. Et de surcroît, nous venons... L'Église a créé en 2022 le tribunal pénal national canonique, qui est également compétent pour les abus qui pourraient être posés au niveau temporel sur la gestion des biens. Et donc, il va y avoir une source de jurisprudence qui va s'appliquer au niveau national sur ces questions-là. Et comme je vous l'ai dit, elles vont servir. Les deux juridictions étatiques et le tribunal pénal canonique ne vont pas évoluer chacun dans leur sphère. Déjà, on le voit bien sur les dossiers, notamment en matière d'abus sexuels, où les juridictions, les parquets, etc., regardent les positions qui sont prises, etc. Il va y avoir une interdépendance, une interaction. Et l'avantage, c'est qu'effectivement, les notions de droit canon, et notamment des notions qui n'existent pas en droit pénal français. Je pense notamment au fémène. Le fait de se déshabiller dans une église peut porter, ou les vols d'hosties sont des questions sur lesquelles des notions de sacrilège, etc., qui ne sont pas reconnues par le droit pénal, mais qui peuvent trouver une application. Et donc là, on se retrouve avec une nouvelle opportunité, puisqu'on pourra le faire valoir non seulement les décisions qui seront venues devant les juridictions étatiques, mais également devant les juridictions européennes. Donc c'est de nouvelles notions. Et on peut espérer, et je l'espère en tout cas, que le droit canon va reprendre cet élément qu'il a eu par le passé, d'être un fer de lance. Il a des notions. Aujourd'hui, le droit, qu'il soit fiscal ou le droit étatique, il est essentiellement un droit de technicien. Il n'y a pas les notions de transcendance, etc., que l'on a dans le droit canon et que l'on peut, encore une fois, consacrer tant devant les juridictions européennes que devant les juridictions françaises. Encore une fois, je crois que c'est une chance que nous avons, une chance à saisir pour nous. Je vous remercie. Voilà, toujours fidèle à lui-même, ça rappelle la conférence d'il y a 10 ans. Vous nous donnez une lecture jurisprudentielle de toutes ces questions et j'entends que le droit canon va être mieux considéré maintenant dans le droit civil. Et je crois que nous sommes très heureux et nous allons le faire prévaloir à toutes les instances où on sera confronté, j'espère. Merci beaucoup pour cette information. Nous avons un temps de débat. Et voilà, vous pouvez poser des questions. La première question, c'est moi qui la pose pour vous aider à vous préparer. Est-ce que tout ce que vous avez dit sur Notre-Dame ne montre pas que finalement, Notre-Dame de Paris, je ne parle pas du parvis, mais l'enceinte, à cause des contributions diverses et variées qui sont intervenues, Notre-Dame de Paris est devenu le parvis des gentils. Des gentils, c'est-à-dire que c'est le lieu de croisement de tout le monde, quoi. Est-ce que c'est ça? C'est à moi que s'adresse la question. Non. À mon avis, la déviance, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il va y avoir de plus en plus, il va y avoir le contrôle financier, on va réduire, le culturel va l'emporter sur le cultuel, très certainement au nom de cette logique financière, et il va y avoir, encore une fois, les logiques sanitaires du plomb et de l'accueil au public. Je pense que vis-à-vis du cultuel, il y a un risque de restriction dans l'avenir. Donc le mot gentil me laisse perplexe.
questions dans la salle? Oui, bonjour Christian de Tinguy. Merci pour l'organisation de ce colloque qui est passionnant. Ce matin, M. Legnaud parlait justement du cultuel et du problème qu'on a pu rencontrer vis-à-vis du Conseil d'État sur l'étendue de ce cultuel, la définition de ce cultuel. Alors, première question, c'est est-ce que ce cultuel peut rentrer dans le droit canon ou reste dans le droit classique? Et deuxième question, c'est comment peut-on s'affranchir d'une manière ou d'une autre du Conseil d'État, qui est finalement l'organe suprême en matière juridique, qui aujourd'hui, et surtout depuis la nomination de son président de section de l'intérieur, qui est vraiment contre nous, comment peut-on s'en affranchir et essayer de court-circuiter? Là, je serai un petit peu plus précis que tout à l'heure. À mon sens, il y avait ce que je vous ai dit, des hérésies juridiques, notamment sur le non-respect de la hiérarchie des normes. Et effectivement, je m'attendais à ce que le Conseil d'État aille en faveur des jurisprudences et sanctionne le gouvernement. Or là, pas du tout. Il a avalisé à peu près tous les recours qui ont été faits à juste titre. Et il n'y a pas eu de débat. Est-ce qu'il fallait faire du moderne? Est-ce qu'il fallait restaurer à l'identique, etc. Tout a été, les violations, encore une fois, du Code de l'environnement, du Code du patrimoine, ont été avalisées au nom de l'intérêt supérieur, de l'intérêt général, d'une restauration rapide de la cathédrale, ce qui en soi était un choix politique qui pouvait aussi, le Conseil d'État aurait pu avoir une autre voie. Donc effectivement, de ce côté-là, j'ai été plutôt déçu par les jurisprudences qui ont été rendues. Ma surprise par rapport au tribunal pénal canonique, je me demandais comment le ministère de la Justice et comment les juridictions étatiques allaient accueillir cette juridiction. Je caricature un peu pour provoquer. Après, on aurait pu dire c'est une charia romaine, quelque part. Que vient faire ce tribunal? Qui vient prononcer des sanctions pénales, alors même que l'État est compétent pour rendre des sanctions pénales qui obéissent à la hiérarchie des normes. Là aussi, au bloc fondamentaux, il ne peut y avoir de sanctions pénales que dans le cadre d'une légalité. Encore une fois, la justice pénale rendue au nom du peuple français. Voilà, je me demandais comment cette coexistence allait se faire. Je pensais que la coexistence allait être conflictuelle et en fait, pour l'instant, pas du tout. Et j'allais dire, il y a même un accueil plutôt favorable des juridictions étatiques qui trouvent que c'est très bien, ça les décharge quelque part. J'attends une décision là, le 4 décembre, on m'a repris tout ce qui avait été fait par le tribunal pénal canonique, et mon adversaire, la consoeur, mais pourquoi la juridiction ecclésiastique s'est déjà prononcée, pourquoi vous revenez saisir la juridiction étatique? Je n'en demandais pas tant. Pour moi, c'était chacun dans son domaine, mais non, ça a déjà été fait, ça a bien été fait, donc on va reprendre à notre compte. Donc j'ai tendance à penser qu'en l'état, cette coexistence va bien se passer. Et encore une fois, il va falloir revalider, et notamment au niveau des juridictions européennes. Je vous parlais tout à l'heure là, des notions de sacrilège. On a même intérêt, à mon avis, à se dépêcher parce que je pense que les autres cultes vont aussi avoir quelques idées là-dessus. C'est une chance d'avoir un droit qui est multiséculaire. C'est un avantage, encore une fois, sur les autres cultes. On est dans un État qui a une culture et une histoire catholique. Là, on a véritablement une arme juridique pour valider une culture au niveau juridique, au niveau français, au niveau européen. Il ne faut pas laisser passer cette chance. Et je pense que pour la gestion de nos biens, encore une fois, je vous disais, il y a un partage entre l'État et les cultes, mais les cultes, c'est du droit canon, tout ça. Alors, effectivement, il y avait des pertes. On se retrouvait, ça a parfaitement été dit ce matin, il y a une baisse de culture, les maires ne connaissent pas forcément ce qui appartient, les inventaires, etc., le mobilier dont ils sont propriétaires, des fois ils ne le savent même pas, etc. Sur les objets cultuels, il y a le grand lacune, il y a des grands... Mais là, à mon sens, c'est une carte à jouer pour remettre le débat en notre faveur. Merci beaucoup pour votre belle communication qui met surtout en évidence le fait que l'un des avantages du droit canonique est d'être un droit international, ce qui fait que même si la France faiblit de ce côté-là, il y a d'autres pays
qui sont un peu plus musclés face aux instances européennes. Alors, tous les États africains sont jaloux déjà de notre tribunal pénal canonique. Ils sont demandeurs, et notamment pour les questions d'abus de biens temporels dans l'Église. Mais ma question pose sur les églises appartenant aux communes. Aujourd'hui, le gros problème, à mon avis, c'est que le financement des lieux de culte appartenant aux communes est rangé d'ailleurs parmi le patrimoine communal par le Conseil d'État, c'est que ce sont des dépenses facultatives et pas des dépenses obligatoires. Est-ce que vous imaginez qu'un argumentaire puisse être établi un jour pour inverser ce dispositif budgétaire ? Là, la question est grandement politique. Alors, on est dans un phénomène de crise. Aujourd'hui, c'est un manque de moyens. Il faut dire les choses telles qu'elles sont depuis ce matin. Pardon de vous couper. Pas seulement. Il me semble que si on vit dans des situations critiques sur le plan de l'architecture dans les églises aujourd'hui, c'est que depuis la loi de 1905, les églises ont subi plus d'un siècle d'absence d'entretien, contrairement au 19e. La restauration coûte plus cher que l'entretien, on est bien d'accord. Maintenant, il y a une question politique. C'est vrai que les Français, même s'il y a un phénomène de déchristianisation, etc., restent attachés à l'Église. Ça reste un lieu de culte. Quand on transforme des églises en restaurants ou en boîte de nuit, les Français le vivent mal. Je ne suis même pas sûr que les Anglais, vous l'avez vu, ils ont transformé leur cathédrale en soirée pub. Je ne suis pas sûr, Monseigneur, si on transformait Saint-Étienne, que les Toulousains le vivent bien. Donc voilà, cet attachement, forcément, c'est cette donnée politique à prendre en considération. Après, c'est difficile de couper 4 pattes à un canard. Quand vous n'avez pas les sous au budget communal, Au sujet... Qui est très intéressant aussi, regarde un peu les diocèses, les curies, parce que vous savez que les paroisses n'ont pas la personnalité juridique au titre du droit français, mais ils ont la personnalité canonique. Et donc, les biens possédés par les paroisses sont au titre de l'association diocésaine. Et à ce titre, les curies se servent... voilà. Donc, ce que vous dites est très, très important. Pour les paroisses, elles peuvent posséder, parce qu'au titre du droit canonique, elles ont la personnalité canonique pour posséder, mais au titre du droit français, non. Mais ça ne permet pas au diocèse de se servir comme cela sans avertir le curé, le conseil économique. Donc, ce que vous dites regarde aussi l'Église elle-même dans sa gestion. C'est une question qui revient souvent. Et si vous êtes paroissien, soyez vigilant par rapport à ce dossier. C'est très, très important. Juste 2 minutes. Un autre point, à mon sens, où il faut vraiment aller se battre, c'est sur celui de l'unicité des lieux de culte. L'affectation, c'est la totalité. Alors on le voit bien, ce qu'on disait avec l'élément financier, l'élément commercial ou le culturel l'emporte sur le culturel, mais on l'a également. On va nous dire, mais tout compte fait, dans votre cathédrale, avec une chapelle ou 2 chapelles, vous en avez assez pour le culte, tout le reste va relever du culturel. Ou comme on l'a dit ce matin, on va utiliser la crypte qui n'est pas entre guillemets affectée au culte, pour y mettre une activité commerciale. Là, il faut se méfier, encore une fois, de cette notion d'unicité. Nous avons encore 3 minutes de débat. Une question, je n'ai pas bien compris au niveau du droit canon. Il existe des tribunaux de droit canon? Et si oui, à quel niveau? C'est au niveau départemental, de la paroisse, comment ça se passe concrètement? Alors, il y a des officialités, mais qui maintenant vont essentiellement régler les questions d'annulation de mariage, en gros. Bon, il y a d'autres domaines de compétences. Et surtout, non, là, on vient de créer le tribunal pénal national canonique qui va être spécialisé sur toutes les questions d'abus. Alors, essentiellement aujourd'hui les questions d'abus sexuels avec l'actualité, mais également les abus portés sur les biens temporels, etc. C'est national. Donc, là, c'est un tribunal national. Autrefois, c'est les officialités qui avaient cet aspect pénal. Là, chaque diocèse a transféré au tribunal qui a une compétence nationale ces questions de pénal. Et on assiste à un élargissement du champ de compétences. Le tribunal a que 2 ans, mais a pris déjà des dossiers en dehors
du champ qui lui était initialement fixé. Il est possible que Rome transfère une partie également de ses compétences. Donc on est encore dans une phase de délimitation du champ des compétences. C'est le seul tribunal qui existe dans le monde catholique. Il n'y a pas d'autre État qui a cette juridiction. Maître, je voulais revenir sur ce que vous évoquiez. Allô, allô ? Oui. S'il vous plaît, j'ai une question là pour Maître. Ah, pardon. Je vous en prie. Excusez-moi. Il n'y a pas de mal. Je voulais revenir sur la problématique des financements et rebondir un peu sur ce qui a été dit précédemment. On le voit à la lumière de la jurisprudence sur Notre-Dame, c'est que le financement participatif se développe quand même en France. Et bien au-delà de l'exemple mythique de Notre-Dame de Paris, on le voit, des tas d'initiatives, proximité dans des coins qu'on pourrait qualifier de reculés par rapport à la région parisienne. Et je voulais un petit peu avoir votre opinion sur effectivement les limites que pourrait rencontrer juridiquement le développement de ces financements participatifs qui sont soit encouragés par les mairies, je pense à Boîte-Séné pour parler un exemple vendéen, mais j'en ai rencontré sur ma route dans bien d'autres régions, qui visiblement marchent et permettent effectivement d'aider effectivement à secourir telle ou telle église. Votre regard juridique là-dessus, et notamment au vu de ce que vous nous disiez sur l'après-réouverture de Notre-Dame, pensez-vous qu'il y a des dangers des dangers juridiques dans la multiplication de ces financements participatifs qui finalement encouragent des initiatives locales? Alors, à titre personnel, étant avocat fiscaliste, je suis très inquiet parce que l'arsenal que l'on a mis en... Je suis allé vite sur cette partie, c'est le temps pour le texte de la conférence. L'idée, c'est de contrôler, c'est très net, de contrôler toutes les associations cultuelles qui vont être faites. Mais comme je vous ai dit, c'est issu des 2 condamnations qu'a reçues, enfin, dont a été victime la France pour ses atteintes à la liberté de culte. Ce qu'avait dit le ministre des Finances à l'heure actuelle, à l'époque, c'est on se sert de l'arme fiscale pour éradiquer les sectes. Le point de départ, c'était ça, et la Cour européenne avait dit non, cet usage de l'arme fiscale contre un culte est anormal. Ça n'a pas quitté l'État français. Je pense que là, ce n'est pas une bonne chose. Ces associations cultuelles, du jour au lendemain, s'il devait y avoir un coup, pas forcément sur le culte catholique, ça peut être également, vous l'avez bien compris, les premiers qui étaient visés, c'était essentiellement le culte musulman, mais c'est de pouvoir dire par le biais de l'arme fiscale, je peux porter une atteinte à l'institution même en son cœur. C'est ce qui avait été fait pour le temple Salaoun, etc. Donc, c'est vrai, véritablement, là, je pense qu'il y a un risque sérieux. Bon, à l'état actuel, il n'y a pas de risque majeur, même si on voit qu'en Espagne, en Grèce et en Italie, il y a de sérieuses attaques au niveau financier qui ont été lancées par les cultes. Quand vous avez des biens et des ressources, etc., peu d'effectifs, et dans des États en difficulté, on va chercher l'argent là où il est. Il faut être clair, et c'est ce qu'on a dit pour ce matin, on prend 20% sur les financements. Ce qui, en revanche, ça je le vois sur le terrain, on est dans des attaques de l'administration fiscale qui rognent tous les avantages aux associations. Et la problématique que je vous signalais tout à l'heure, je suis allé à Bercy pour soutenir l'œuvre des campagnes, je suppose que vous devez la connaître, qui est une œuvre de soutien matériel aux prêtres en difficulté, prêtres ruraux, où l'administration fiscale a carrément considéré que l'exonération sur les legs dont elle était bénéficiaire, elle n'y avait plus droit du jour au lendemain, considérant que ce n'était pas une œuvre de bienfaisance. Si ce n'est pas une œuvre de bienfaisance, quand on connaît la situation matérielle des prêtres, leur rémunération à l'heure actuelle dans un contexte de crise économique, c'était une nécessité. Voilà, c'est pour dire qu'on est en train de rabioter, donc il y a un très sérieux danger, à ce niveau-là en tout cas, à ce stade-là. Merci beaucoup, Maître, pour cet exposé, la réponse aux questions. Nous avons droit à une pause. Nous devons reprendre ici à 45 précise, mais donc à 42. Soyez dans la salle. À tout de suite.